ce que j'appelle le catholicisme zombie. Catholique zombie, ça ne veut pas dire catholique. Z, c'est pour catholique zombie. Catholique zombie. Catholique zombie. Catholique zombie. The Walkers. Il y a une question qu'on ne vous a jamais posée. Oui. Pourtant, vous avez tendu des perches, vous avez fait des petites illusions, Ouais. petites allusions, mais il y a une Ouais. question qu'on ne vous a jamais posée. Ouais. Qui étaient les gens de Charlie pour vous? Les gens de Charlie, c'est un sujet que j'ai évité parce que j'ai fini par avouer qu'en fait j'aimais beaucoup Maryse, Bernard Maryse, que je connaissais et que j'étais parfaitement... Enfin, ça a été l'horreur. Honnêtement, les gens de Charlie Hebdo, j'aime pas en parler, au point où on en est, et j'en parle d'ailleurs pas du tout dans le livre. Ce qui m'intéresse, c'est l'attitude des Français vis-à-vis de Charlie Hebdo. Pas la réaction. Honnêtement, sur Charlie Hebdo, moi je suis vraiment vieux. Donc pour moi, Charlie Hebdo, c'était Reiser. Hein. J'étais un fan absolu de Reiser. C'était ce moment où, après la mort de Gaulle, ils ont été interdits parce qu'ils avaient titré Balle tragique à Colombey, un mort. Vous voyez, donc une sorte de véritable ironie et de gens qui faisaient partie du processus de destruction des bonnes mœurs. Et donc c'est les belles années de ma jeunesse. C'était dans une ambiance optimiste. C'est-à-dire c'était l'arrière-plan des horreurs qu'il y avait dans Harakiri ou Charlie Hebdo. Je ne me souviens même plus de ce qui s'appelait quoi exactement. C'était que ça se passait sur fond d'un pays qui marchait vers une modernité sympa. On croyait que c'était là, c'est autre chose. C'est devenu, d'une part, pour moi, c'est un journal qui survivait, je veux dire, par l'islamophobie, puisque c'était vraiment... Il faisait d'autres choses, mais c'était vraiment... je pense qu'une partie de l'horreur, c'est que parmi les gens qui ont été tués, il y avait pas mal de personnes âgées un peu décalées. Vous voyez, je calculais la moyenne d'âge, la moyenne d'âge, c'était mon âge actuel, ça devait être 64 ou 65 ans, donc c'était déjà quelque chose du passé aussi. Il y avait quelques éléments actifs dans l'islamophobie, mais qui n'étaient probablement pas la majorité de la rédaction même. Mais c'était aussi pour moi un journal sans talent, vous voyez. Et c'était, avec en arrière-plan, pas du tout une France optimiste, marchant vers un avenir radieux, libéral, sympa, sexuellement libéré, etc. C'était un journal islamophobe, sans talent, au milieu d'une société engluée dans une crise économique, dans une perte de sens religieux, et dans lequel la fixation, je dirais, de compensation sur des minorités devient importante. Sans en parler, j'ai eu des gens au début qui me disaient « Ah, mais vous mettez en question la manifestation Charlie, vous êtes complice des terroristes. » C'est quoi ça? Mais si vous dites... En fait, la vérité sur beaucoup des critiques qui m'ont été faites, des accusations dont j'ai été l'objet, des mensonges statistiques du Centre d'études de la vie politique française, relayés par le journal Le Monde, des trucs comme ça, tout ça, je veux dire, doit être mis est terriblement utilisable par moi comme preuve de ma thèse, en fait. C'est d'une société qui va vraiment pas bien. Dans l'intro du livre, vous dites que vous aviez été choqué en regardant l'interview de Jamel Debbouze à la télévision. Ah, c'était un moment Moi, je l'ai vécu comme un moment de fraternité humaine. Je ne sais pas comment dire. J'étais là, je regardais et je voyais, donc c'était avec une voix off. Et donc, j'avais vu Jamel Debbouze d'abord expliquer à quel point il avait été en état de choc, vraiment pendant les événements, à quel point il était mal. Et puis, puis il disait que des choses normales et bien sur les événements. Et puis il expliquait, il était là en type, je ne sais pas si on doit dire musulman ou d'origine musulmane, je ne me souviens même plus du détail. Mais, Français? Il était là en tant que Français, de toute façon, je veux dire, excusez-moi, mais sur le plan culturel, il est quand même, en tant que Français, beaucoup plus important qu'Alain Finkielkraut.
si on fait de la sociologie ou de la dynamique culturelle. Mais donc il exprimait, je me souviens, son amour de la France, de sa mère, de sa femme qui n'est pas musulmane, de ses enfants. Tout ça était, on comprenait tout, et il n'y avait rien de spécial là-dedans, c'était juste des sentiments humains normaux. Et puis il y avait la voix off du journaliste qui le cuisinait sur la question, si mes souvenirs sont exacts, des caricatures. Et il y avait Jamel Debbouze qui était là. Le journaliste voulait lui faire dire que c'était super de caricaturer le prophète, en gros. Selon vous, est-ce qu'il y avait assez de jeunes des banlieues à cette manif ? Et vous, qui ce soir avez révélé quelque part votre foi, qu'est-ce que vous pensez de ces hommes et de ces femmes aussi qui tuent au nom de Dieu ? Et vous comprenez que la liberté d'expression dans ce pays fait que le blasphème n'est pas un délit. Et là, j'ai vraiment eu un moment de souffrance par empathie. Et l'idée, peut-être c'est le moment où j'ai le sentiment que ce que la France faisait aux gens d'origine musulmane en France était vraiment dégueulasse, quoi. Vous parlez d'un flash totalitaire. Oui. C'est quoi le flash totalitaire ? C'est un moment où on ne pouvait plus parler. C'est-à-dire qu'une société totalitaire, c'est une société dans laquelle on ne peut plus s'exprimer. Est-ce que vous, quand vous avez fait la promotion de ce bouquin, vous êtes senti pris dans un flash totalitaire ? Absolument pas. J'ai senti le truc se briser. Et alors, j'ai parlé j'ai eu des problèmes. C'est-à-dire, j'étais confronté à l'esprit du 11 janvier. Hein, dans le studio de Patrick Cohen, j'ai vu l'esprit du 11 janvier. Et l'esprit du 11 janvier, pour des mecs comme moi, c'est ferme ta gueule, en gros. C'est ça. Moi, j'ai plein de potes qui, le jour des attentats, voulaient descendre manifester et qui se sont rétractés parce qu'à la télévision, on leur a demandé de s'excuser en permanence. Mais c'est juste insupportable. C'est ça, les situations totalitaires. C'est qu'on pense que son monde est la totalité du monde. C'est ça, hein ? Et donc on pense, et tout d'un coup, la sensibilité des autres, qui viennent d'ailleurs, mais qui sont français, qui ont une autre histoire, d'autres parents, d'autres affections, même, c'est ça l'esprit totalitaire. C'est vraiment exiger des gens qui soient autre chose que ce qu'ils sont. Moi, ça m'a rendu fou, en fait. Je sais pas comment dire. Moi, ce qui m'a rendu fou, c'est l'imam Chalgoumi. C'est L'imam Chalgoumi. C'est-à-dire c'est-à-dire que l'autorité j'ai pas suivi tout. Hein, qu'on invitait à la télévision pour parler des musulmans, c'était un mec qui parle à peine français. Est-ce que vous pouvez, pour terminer, regarder la caméra ici et dire tout de suite d'autres infos sur la chaîne info, cette caméra-là. D'autres infos sur la chaîne info, à vous. D'autres infos sur la chaîne info, allez-y, dites-le. Voilà, je souhaite vraiment qu'exercer l'islam de France et que la réalité, notre avenir aura un honneur. Bien sûr, on est tous dans des situations où les médias manipulent, etc. Pour moi, la dernière tentative de manipulation à laquelle j'ai dû résister, c'est que j'ai eu un type de l'émission Des paroles et des actes qui voulait me faire venir à France 2. Ça s'appelle maintenant, je suis un vieux de la vieille, donc c'est Antenne 2, pour parler avec Caroline Fourest de la laïcité. Tout le monde se contrefout, qui n'est pas premier professeur, et qui était, en vérité, que j'ai ressenti comme une tentative de manipulation de l'opinion au-delà de moi-même. C'est-à-dire forcer, je veux dire, un organe d'État, en fait, France 2, à mettre au cœur du débat la laïcité, la question sur l'islam, etc. C'est de la manipulation, en fait. Ça fait aussi partie de mécanismes potentiellement totalitaires. Donc c'est la même chose que mettre des imams qui ne parlent pas français pour faire comme si les Français musulmans, c'était ça. Vous voyez ? Alors qu'on sait tous que ce n'est pas ça dans notre vie quotidienne. Pourquoi est-ce qu'on veut nous faire croire que le problème en France, c'est la laïcité ? Le débat sur la laïcité, la revendication de laïcité, c'est l'autre nom de l'islamophobie. Dire qu'il faut défendre la laïcité, pour moi, le type qui dit que la priorité, c'est la défense de la laïcité, dans le contexte actuel, me dit simplement « je suis islamophobe ». C'est tout. Et on n'a pas le droit d'être laïque et de ne pas être islamophobe ? Non mais être laïque, c'est pas un problème. Je veux dire, la France est laïque. Tout le pays est incroyant. Donc pourquoi exiger quelque chose qui existe déjà ? Où est le problème ? De toute façon, je dis aussi dans le bouquin que je suis tout à fait pour l'interdiction du foulard dans les écoles. C'était une loi qui est passée, qui est appliquée. Mais maintenant, les jupes longues, ça va comme ça. Hein. Moi, j'étais gamin, j'avais les cheveux longs, personne n'en est mort. Hein. Vraiment, c'est pas...
On ne devrait pas parler de laïcité. C'est pour ça que je parle de laïcisme radical. Et pour moi, le laïcisme radical a un statut religieux, en fait, dans ma façon de penser. C'est une nouvelle religion. La religion de gens qui ne savent pas qu'ils ont une religion. Et ce sont des fanatiques. Vous avez lu le livre de Caroline Fourest, Le droit au blasphème? Non. Non, je ne dirais pas Caroline Fourest et Val, mais c'est très clair. Je vois bien ce qu'ils disent, hein, honnêtement. Honnêtement, intellectuellement, pour moi, ça serait un peu dégradant quand même. Hein. J'ai mon travail. Mais pour moi, ce sont des fanatiques religieux, en fait. Et les fanatiques religieux qui mettent toutes les minorités en danger. C'est-à-dire que le message manifeste de gens comme ça, c'est la laïcité. Le deuxième message, presque aussi manifeste, c'est de cibler l'islam. Mais en vérité, alors d'abord, c'est un message qui est aussi, comme victime collatérale, je dirais secondaire, il y a les catholiques pratiquants. Parce que moi, je parle des catholiques zombies, c'est ceux qui ne pratiquent plus, mais les catholiques pratiquants ont le droit d'être catholiques. Enfin, on a le droit de croire en Dieu. Et puis, la vraie menace et la vraie responsabilité, parce que les catholiques pratiquants sont quand même protégés par l'ancienneté dans l'histoire nationale, si on peut dire, par une certaine confusion sur ce qu'est un catholique, mais bien entendu, c'est les juifs pratiquants. Et c'est là que je suis vraiment en colère, quand je vois cette religion laïciste radicale qui prétend parler de valeurs positives de laïcité, qui presque explicitement cible les Français d'origine musulmane, mais qui, en pratique, aboutit à mettre en grand danger les Français juifs pratiquants. Donc il y a vraiment, on est dans des jeux pervers. Est-ce que Alain Finkielkraut a sa place à l'Académie française? Dans la mesure où c'est une bande de vieux gratteux, tout à fait, ouais. Il y a des gens pour qui l'idée, si vous voulez, de combattre l'islamisme est scandaleuse parce que, comme dit Emmanuel Todd, Mahomet est le personnage principal d'une communauté minoritaire et discriminée. Il y a un mécanisme d'auto-recrutement. L'Académie française a toujours été vraiment extrêmement à droite. Ils ont 78 ans de moyenne d'âge, j'ai calculé, donc ils ont élu quelqu'un qui est très à droite et je dirais prématurément vieilli sur le plan intellectuel. Donc oui, il a tout à fait sa place à l'Académie française. Par contre, la suppression de l'Académie serait peut-être une bonne idée. Surtout que c'est le plus beau bâtiment de Paris. Et moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est pas d'avoir une bande de vieux gratteux légiférants sans que les gens sachent que, en fait, pour la plupart, c'est des gros nuls. Hein. Ce pas des gens très importants intellectuellement à l'Académie française. Moi, vraiment, ce qui me fait mal au cœur, c'est que mon bâtiment préféré dans Paris, c'est le truc, je ne sais plus, il n'y a pas de plus beau avec ce dôme face à la Seine. Là, ça me fait mal au cœur. Ou qu'on les garde et qu'on les foute dans un HLM de banlieue pour qu'ils aillent éructer. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pouvez me donner votre définition de l'islamophobie? Définition de l'islamophobie? Définition de l'islamophobie. Être islamophobe, je dirais, c'est des gens qui sont obsédés par l'islam. Il est des quartiers où je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, pères ou mères de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on ne mange pas pendant le ramadan. D'ailleurs, le mot islamophobie est polysémique. Il y a deux interprétations possibles. Généralement, quand on dit islamophobie, on pense haine des gens, des musulmans. Mais à proprement parler, phobie, c'est une phobie. Je veux dire, c'est la peur. Je crois qu'il y a, dans l'islamophobie, il y a deux éléments fondamentaux. Il y a, premier élément, créer une catégorie qui n'existe pas. On dit, les musulmans existent. Les musulmans existent, et donc on oublie le fait que les musulmans en France sont de toutes sortes de nationalités, de plusieurs couleurs, qu'ils appartiennent maintenant à toutes sortes de milieux sociaux, que la majorité d'entre eux ne sont plus pratiquants. On fout tout le monde dans le même sac, on crée une catégorie. Donc c'est le premier élément de la phobie, si on peut dire. Et le deuxième élément de la phobie, c'est la surestimation quantitative. C'est-à-dire de ne pas être sur la ligne, il y a 4 à 5% de musulmans, mais penser il y en a 20, 30%, etc. Voilà, c'est comme ça que j'opérerais sur le concept. Et quand on se balade dans la société française, quand on voit les débats de la presse, les revendications hystériques de laïcité, il est clair qu'on est confronté à une phobie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas rien.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques femmes ou de nombreuses femmes avec foulard, je dirais, dans les banlieues. Mais je veux dire, la centralité du débat sur l'islam en France, pays qui a 10% de chômeurs, dont les classes dirigeantes ont totalement foiré la gestion économique, l'euro, un pays qui en pratique est dans un état de servitude volontaire vis-à-vis de l'Allemagne, qui a laissé tomber les Italiens, les Espagnols, qui a détruit une partie de sa classe ouvrière par ses politiques stupides, la fixation sur l'islam, enfin, je sais pas, ça me paraît... En tant qu'historien, j'aurais pas de mal à opérer sur le concept d'islamophobie, qui est un concept central maintenant, mais qui est un symptôme de crise à la fois, je dirais, religieuse et économique. Quand on écoutait vos interviews à la radio, dans la presse ou à la télévision, il y a un argument qui faisait tiquer tout le monde, c'est quand vous dites que la communauté musulmane est une communauté affaiblie. Affaiblie en quel sens? Vous dites on tape sur une communauté qui est déjà faible. Je sais pas, moi ça me paraît... Pourquoi est-ce que ça fait tiquer les journalistes? parce que ça les fait tiquer parce qu'ils sont en état de phobie. Vous voyez, c'est-à-dire une bonne partie de ces débats, moi ce qui m'a frappé dans ces débats à répétition dans des studios de radio ou des plateaux de télé avec des journalistes me disant « Mais comment vous pouvez prouver que la France est islamophobe ou que la manifestation avait une composante islamophobe ?» alors qu'il s'agissait, je veux dire, tout à fait d'affirmer le droit à caricaturer le prophète Mahomet, personnage central. Donc il y a une sorte d'évidence en fait de la fixation sur l'islam. Et honnêtement, mon problème sur ces plateaux de télé, c'était de ne pas dire aux gens que j'avais en face de moi, de télé ou de radio, de ne pas leur dire, mais écoutez, vous m'avez l'air d'être dans un état de perception de la réalité plutôt problématique. Oui, il y a un élément, comme c'est un élément social, c'est à la fois social et psychologique, mais je dirais un élément sociologique délirant dans ces attitudes, parce qu'on est dans un univers simple sur le plan des faits. On a eu 3,5 millions, 4 millions de personnes défilant dans les rues pour le droit de caricaturer Mahomet. Et vous vous trouvez avec des gens qui vous disent « Comment? Un problème avec l'islam? Mais où est-ce que vous avez vu ça? Que dirait un psychiatre ?» Je ne sais pas. Je ne suis pas psychiatre. Quelles sont les dernières choses qui vous ont insupporté dans la presse? Non, mais fondamentalement, une que vous avez jugée islamophobe ou j'ai vu là hier dans la rue le dernier truc de Marianne, mais Marianne, je les connais bien en fait. C'est des gens dont je me suis séparé en fait. Moi, j'avais mon pote Philippe Cohen, avec qui j'ai dû me réconcilier avec lui quand il est tombé malade avant de nous quitter. Mais avant, j'étais fâché avec lui et je me suis éloigné mais Marianne, c'est un cas extrême et particulier de naufrage, enfin de passage de la gauche. Là, pour moi, ils sont en train de devenir un journal d'extrême droite. Donc là, je vois, il y a un élément de folie. Mais c'est aussi un journal en perdition. Je veux dire, ça n'est même plus important. Comment est-ce qu'on peut dire que Marianne passe à l'extrême droite? Je veux dire, si vous êtes dans ma logique, et si vous voyez l'obsession de l'islam comme un dérivatif à des problèmes économiques et sociaux ingérables, etc., et si vous avez des gens qui se mettent à cibler systématiquement des minorités, etc., pour moi, c'est une attitude d'extrême droite. Et c'est là que commencent les malentendus et les problèmes graves. C'est-à-dire que l'une des choses qui font que la diffusion de l'islamophobie est quelque chose de grave pour la société française, c'est qu'en fait, sur le fond des attitudes, ça veut dire que ça représente des glissements. Ça peut être des glissements du centre droit vers l'extrême droite, de la droite vers l'extrême droite. Mais si vous avez des gens de gauche qui commencent à virer islamophobes et qui commencent à considérer que le problème de l'islam est plus important pour la France que le fait d'obéir à l'Allemagne en tout temps, c'est que vous êtes confronté, ces passages de la gauche à l'extrême droite, ça c'est les trucs qui préfigurent le fascisme. Est-ce que les problèmes d'antisémitisme ou d'islamophobie qui sont relayés par la presse
ont une corrélation avec la crise que traverse le format papier? Ah ça j'en parle dans le bouquin, c'est-à-dire que je dis à un moment dans le bouquin qu'il faut que la fébrilité, le bellicisme de la presse a certainement quelque chose à voir avec le fait que la profession de journaliste devient une profession à haut risque. Je tente même une comparaison avec les mecs des usines de pneus de Picardie qui espèrent atteindre l'âge de la retraite avant la fermeture du site. Et donc, je pense que c'est l'un des non-dits de la situation. C'est-à-dire que le milieu de la presse papier, je veux dire, tous ces journaux sont comme des usines menacées de fermeture, avec cette particularité qu'en plus, il y a un soutien financier de l'État, quand même, à travers les... Oui, bien sûr, ça n'encourage pas à la sérénité. Il faut remettre les gens dans leur contexte. Et là, ça c'est de la sociologie lourde. Hein. J'ai une question très très simple. C'est que pour moi, le sujet de votre livre, c'est pas spécialement Charlie, pas Charlie, savoir qui est Charlie, qui n'est pas Charlie. C'est que, en écrivant ce livre, vous étiez rendu compte que vous étiez juif. Comment dire? Moi, j'étais secoué par l'histoire de l'hypercachère, en fait. J'étais totalement décalé par rapport à tout. Parce que j'étais en résistance personnelle contre l'idée qu'il y avait un problème d'antisémitisme en France d'un autre type, puisque je suis, mettons pour moitié à la louche, d'origine juive. L'affaire Mera, ça vous avait déjà pas secoué? L'affaire Mera m'avait troublé, l'histoire de Bruxelles m'avait mis à un niveau supérieur d'inquiétude. Mais là, avec l'histoire de l'hypercachère, j'ai vraiment craqué. Simplement, je ne suis pas, de ma formation d'historien et de sociologue, je n'ai pas foncé tête baissée dans le panneau, si on peut dire, le coffret, l'évidence, à savoir, cet antisémitisme de banlieue, c'est une preuve supplémentaire de ce que l'islam est malfaisant. J'ai immédiatement saisi une sorte de dynamique perverse. Puis alors quand je me suis aperçu que la carte des manifestations mettait en évidence, faisait réapparaître une fois de plus la carte de l'ancien catholicisme français, j'ai commencé à réfléchir, entrer dans un modèle sociologique. Mais c'est vraiment ce qui m'a réactivé. Là, vraiment, ce qui m'a mis au travail et ce qui m'a donné la force en vérité, de me démolir la santé à écrire ce livre en un mois, c'est le vrai choc de l'hypercachère. Donc il y a des gens qui ont été choqués différemment, apparemment, sur cette... Et probablement l'une des raisons de ma méfiance vis-à-vis du charlisme, c'est cette espèce de priorité accordée en fait à l'équipe de Charlie Hebdo. C'était horrible, je ne dis pas que c'était horrible, mais j'ai eu un exemple récent, un correspondant de Quimper, puisque je suis fortement implanté moi-même en Bretagne catholique zombie, hein. D'ailleurs ce que je peux faire de plus français comme ancêtre et breton, mais dit qu'à la manifestation de Quimper, donc c'est les régions de haute manifestation, là où le catholicisme était resté très vivant jusque vers 1960, il y a eu un seul discours, 20 000 personnes, enfin, mettons, selon le correspondant, discours du représentant local de la Ligue des droits de l'homme, qui va approuvé par la foule sans moufter, qui parle évidemment des caricaturistes et journalistes tués, des policiers tués, des femmes battues, et qui ne mentionne pas l'hypercachère. Est-ce que vous pouvez affirmer que l'antisémitisme en banlieue, c'est quelque chose de réel? Écoutez, il y a des choses qui ont été écrites là-dessus. Honnêtement, pour moi, je sais que ça ne vaut pas preuve statistique, mais pour moi, les 3 incidents dont on a parlé, plus ce qui a été écrit ailleurs, ça suffit. Dans une société malade, en crise religieuse, l'islamophobie et l'antisémitisme sont 2 variétés de la même chose. Et surtout, bien se rendre compte que si on se place au niveau du traitement, là, je suis au niveau médical, social médical, il faut bien voir que toute accentuation de l'islamophobie dans la société française mènera à plus d'antisémitisme. Et là, et c'est pour ça que, au point où j'en suis, j'en veux vraiment énormément aux gens qui font semblant de ne pas voir.
Vous voyez, les gens qui sont, je dirais, dans l'attitude ancienne, celle de la concurrence victimaire, on doit cibler les Arabes ou les Juifs, et si possible les lancer les uns contre les autres. Moi, j'ai l'impression de pressentir, c'est de l'inconscient collectif ou partiellement collectif. Je ne suis pas un complotiste, hein, je ne pense pas à telle ou telle personne. Depuis que j'ai vu la carte de la France pétiniste et la carte des régions où il y avait de l'antisémitisme, je ressens la situation comme perverse. Ça veut dire quoi pour vous d'être juif en France? Mais c'est mille choses. Je veux dire, vous avez il y a mille façons d'être d'origine musulmane, il y a mille façons d'être d'origine juive. Bon, je ne peux même pas entrer dans un débat comme ça. Vous voyez, c'est être juif, on décide pour soi. Mais malheureusement, l'histoire décide pour nous aussi. C'est même plus la peine d'être complètement juif pour être juif. Il y a des critères externes qui ont été définis à une certaine époque. Un pays normal et sain comme la France, avec cette si vieille histoire, ça devrait être d'être capable de comprendre qu'il y a 1000 façons d'être musulman, 1000 façons d'être catholique, 1000 façons d'être juif. Et plus ça sera confus, mieux on se portera. Pour moi, vous êtes beaucoup plus anglais que français, parce qu'à chaque fois que je vous vois à la télévision ou que je lis vos papiers, vous faites des blagues à froid sur des sujets graves. Il y a toujours des conneries qui sortent, il y a toujours ce qu'on appelle des punchlines. Je sais pas. Par exemple, quand vous dites que sur Fake le Crowd que vous préférez les sketchs des inconnus, que votre plus grand problème en ce moment, c'est votre baignoire. Mon rêve, c'est d'aller au point plus loin et de dire quel sketch je dis, comme je m'appelle Emmanuel, je dis « Oh Manu, descends, Manu, descends !» Bah Manu, tu descends? Et pourquoi faire? Bah je sais pas moi, descends. Pourquoi faire? Écoute, on va voir, je sais pas, viens, descends. Et pourquoi faire? Donc vous passez vos journées à regarder des sketchs des inconnus sur Internet? Je passe ma journée à regarder des feuilletons télévisés, je regarde des sketchs, j'adore les inconnus. Non mais je suis un mec normal. Vous regardez quoi comme série télé? Ah bah ma passion, c'est fini malheureusement, j'ai revu tous les épisodes d'Une nounou d'enfer. Ça me parle, Une nounou d'enfer. She was working in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. Mais faut voir aussi là, culturellement, ce que c'est. D'abord, c'est excessivement bien doublé. C'est vraiment. Je suis même allé jusqu'à regarder. J'ai oublié son nom. Marie Vincent, je crois, la fille qui double la nana. Enfin, mais vous êtes allé loin. Ouais. Oui, vraiment, ça m'intéresse. Peut-être j'ai fait une erreur, mais enfin, je veux dire, ça m'intéresse et je suis allé vérifier que l'acteur qui joue l'héritier anglais, là, etc. En fait, l'acteur lui-même est effectivement anglais, noble, mais que Nige, le majordome, lui, qui joue à l'anglais merveilleux, lui est américain, c'est un acteur américain très doué. Bon, voilà, mais voilà, je regarde ça. Mais ça me parle parce que la fille est juive, juive américaine, et le type est anglais. Et comme je viens d'une famille qui est quand même judéo-britannique, j'ai des raisons de me marrer. Mais je pense que je vais me l'acheter en anglais pour pouvoir apprécier le jeu des accents qui doit être assez gratiné quand même. Vous vous êtes rendu compte que vous êtes juif ces derniers temps? Dans ce rapport à ça, je pense que j'ai une identité de marane. Vous savez ce qu'étaient les maranes? C'était quoi les maranes? Dans la représentation commune, le marane est un juif converti de force, mais qui secrètement reste juif. Je croyais, donc ça ne m'intéressait pas trop comme concept. Et puis... Ça a l'air bien relou d'être un marane. Voilà. Et en fait, en lisant une histoire du ghetto de Venise, où je suis tombé sur l'histoire de procès de marane, et j'ai compris ce que c'était vraiment qu'un marane. Donc, les gens se demandaient s'il était juif, chrétien, etc. Et en fait, dans les interrogatoires, on se rend compte qu'un marane, c'est un type qui ne sait plus ce qu'il est, en fait. Je veux dire, c'est pas... Effectivement, ça n'est pas un bon chrétien, mais en fait, il ne sait même plus s'il est juif ou non. Oui, c'est ça. Et ça me parle. Ça me parle. Donc vous regardez Une nounou d'enfer. Voilà, et simplement, dans certaines circonstances, donc c'est toujours pareil, moi, je suis extrêmement fier d'être d'origine juive, et puis j'ai une famille plutôt intéressante, mais je suis également super content
d'être par une grand-mère d'origine anglaise. Et d'ailleurs, j'ai fait une partie de l'étude supérieure d'Angleterre. Todd, c'est un nom anglais, en fait. Ça veut dire renard, en fait, en dialecte du nord de l'Angleterre. Et je suis hyper content d'être d'origine bretonne. Et donc, selon le contexte, c'est un truc qui va sortir. Mais il est évident que si on est dans une France qui redécouvre le racisme sous une forme islamophobe et l'antisémitisme, etc., c'est évident que l'identité juive va prendre le dessus massivement dans le contexte. Massivement. Elle vient d'où, cette islamophobie? Sans dire que les juifs et les musulmans, c'est la même chose, si on compare les sociétés, on peut dire la France actuelle et l'Allemagne des années 30, toujours en revenant sur le cœur des populations, pas sur les cibles en fait, ont des choses en commun. Alors, tout est plus lent, c'est-à-dire il ne faut pas dramatiser. La France est plus riche que l'Allemagne des années 30, il y a des amortisseurs de sécurité sociale, on n'est pas au même niveau de taux de chômage, et on n'est pas du tout au même niveau de délire. C'est-à-dire, l'intensité de l'antisémitisme allemand dans l'entre-deux-guerres est quelque chose dont on n'a pas idée. Et si vous regardez l'Allemagne des années 30, il y a deux grands facteurs qui ont amené au nazisme. Le facteur qu'on n'apprend pas dans les livres d'histoire, mais c'est quelque chose que j'ai découvert dans mes recherches d'histoire religieuse ou de sociologie historique de la religion, puisque c'est quand même l'une de mes spécialités en tant que chercheur, c'est que le protestantisme allemand s'est effondré entre 1880 et 1930. Et si vous prenez la carte du vote pour le Parti national-socialiste, vous allez trouver avec une exactitude absolument hallucinante la carte du protestantisme allemand. Donc c'est une chose que les gens ne savent pas, mais quand une foi religieuse s'effondre, les sociétés sont mal. Je dis, il faut prendre la religion au sérieux, surtout quand elle disparaît. Et la combinaison, je dirais, de crise économique et de crise religieuse, je dirais, c'est le tandem imparable, en fait. La France vient d'atteindre un état de vide religieux, de vide métaphysique, avec l'anxiété, et puis on a une crise économique qui est sur un rythme plus lent. On a l'état social, on n'est qu'à 10% de chômage, mais on a une crise économique et une gestion de la monnaie qui fait que la société pourrit lentement. Donc en France, on a les deux situations qui vont provoquer, je veux dire, la fixation sur des boucs émissaires. Et évidemment, si le fond de la crise est une crise religieuse, la fixation sur un bouc émissaire à caractère religieux est, je veux dire, c'est terrible à dire, mais quelquefois l'histoire, ça se résume à une mécanique sociale assez simple. Hein. Est-ce que dans le monde normal, un Premier ministre aurait répondu à un intellectuel? Mettre en cause les fondements mêmes du 11 janvier, ce qui a jeté dans la rue des millions de personnes au nom des valeurs de la République, je crois que c'est une imposture. Non, là, ça j'aime pas trop en parler, mais là, il y a une problématique d'un autre genre sur lequel je réfléchis. Là, on a le problème du pouvoir, de l'État. Là, il y a peut-être les premiers éléments de quelque chose de nouveau, mais qui n'est pas encore pleinement développé, Dieu merci. Vous dites le PS est subjectivement antiraciste, mais objectivement xénophobe. C'est l'une des thèses les plus importantes du livre pour moi. C'est-à-dire c'est la mise en question. En gros, honnêtement, si vraiment on me demandait ma préférence, moi mon but n'est pas du tout de mettre en doute les manifestants eux-mêmes, etc. Mais par contre, si vraiment on voulait m'accuser de vouloir du mal à une entité collective, pour le PS, j'admets la faute bien volontiers. Et moi, je suis depuis très longtemps frappé par l'espèce de contraste qu'il y a, plutôt de contradiction qu'il y a dans le PS entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et donc ce qu'il dit, c'est qu'il se présente, et quelquefois même il se fait élire au niveau des individus, comme le défenseur des populations françaises d'origine immigrée, donc des jeunes de banlieue par exemple, qui ont voté massivement et qui ont permis, avec d'autres, l'élection de François Hollande. Ils sont de gauche, c'est un discours qui paraît indiscutable et qui semble aller sous le sens. Et peut-être que les gens du PS se pensent comme ça, mais la réalité
de la politique économique, des choix économiques du PS, qui a été quand même à l'origine du projet de Maastricht, à l'origine du Francfort depuis 1983. Je veux dire, le PS est quand même le promoteur principal de toutes les politiques économiques qui détruisent pas simplement des ouvriers français d'origine un peu plus ancienne, si on peut dire, mais qui détruisent les jeunes de banlieue. Et donc je dis, regardez, nous avons le Front National d'un côté, xénophobie subjective. Subjective, ça veut dire qu'ils savent qu'ils sont xénophobes, il n'y a pas de problème. Mais d'un autre côté, ils ne sont pas au pouvoir, ils ne sont rien, on s'en fout. Je veux dire, c'est des gesticulations, c'est désagréable, ça crée une ambiance, mais ils ne décident pas de la politique économique. Les socialistes, c'est autre chose. C'est antiracisme, universalisme subjectif, c'est comme ça qu'ils se pensent. Mais la réalité, c'est que c'est eux qui font les politiques économiques qui bousillent les populations d'origine immigrée. Et donc, moi, j'appelle ça xénophobie objective. Et pour moi, je veux dire, si je devais garder 4-5 trucs de mon bouquin, qui est assez divers, ça ferait partie des 4-5. C'est la distinction et l'introduction du concept de xénophobie objective est un truc important pour moi. Et puis bien sûr, alors ensuite on se dit, ah oui, c'est marrant, le PS est dominé par des gens qui sont sortis du catholicisme, c'était des milieux qui n'étaient pas tellement universalistes, c'était les milieux qui étaient antisémites, qui ne croient pas en l'universalité de l'homme, alors est-ce qu'ils sont vraiment sincères? Qu'est-ce qu'ils sont? Et on entre dans toute la problématique. François Hollande, 2017, il a ses chances à votre avis? Aucune idée. Tout ce que je peux dire, c'est que si on se retrouve en 2017 à choisir entre François Hollande, Sarkozy et Marine Le Pen, on aura la certitude que le système politique français est gâteux. Parce que ça veut dire qu'on tourne en rond. Il n'y a aucun pays où ça soit comme ça. Et donc, là, on verra je pense qu'on va bientôt se rendre compte que la France a un problème particulier de détraquage et de blocage de son système politique. C'est juste pas normal. Si on arrive à refaire 2 fois de suite le même choix entre les 3 mêmes nuls, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis allé manifester le 11 janvier. Très bien. J'ai pas eu l'impression de manifester pour autre chose que pour des journalistes qu'on a assassinés, les victimes de l'hypercachère et ces policiers qu'on a assassinés. Ouais. Moi, je manifestais pour lutter contre une menace terroriste qui pouvait menacer la France. Ouais. J'étais même pas du tout en accord avec les caricatures du prophète et ces choses-là, mais je suis quand même allé manifester. Ouais. Qu'est-ce que ça dit? L'analyse statistique présentée dans le livre dit clairement, très explicitement, qu'en combinant la variable ouvrier, la variable cadre et profession intellectuelle supérieure et la variable empreinte religieuse catholique zombie, on explique ce qu'on appelle en termes statistiques 50% de la variance. Donc c'est-à-dire que ça veut dire que 50% ne sont pas expliqués. Alors dans ces 50%, je fais partie des 50%. Vous avez la liberté humaine, vous voyez, donc en fait, c'est pas du tout... donc les gens, moi je suis dans un univers, j'ai l'impression de vivre dans un univers... Non, je suis désolé, beaucoup de gens m'ont traité de fou, donc c'est toujours le problème. Hein, pas du tout. Non, si, j'ai vu des trucs disant... En tout cas, c'est pas mon propos. Oui, d'accord. Non, mais vous, j'ai bien compris. Mais comment dire, non, je suis accusé d'être une sorte de déterministe dément qui dit que les gens sont mus par des forces invincibles, qui ne savent pas ce qu'ils font. Non, ce que je dis, c'est que, je ne dis pas du tout que la liberté humaine n'existe pas. Je dis que la liberté humaine existe, mais que les hommes ne sont pas complètement libres. Et donc, si on simplifiait énormément, je dirais que fondamentalement, ça ne serait pas vrai statistiquement. C'est une grosse simplification et je ne veux pas entrer dans des débats avec des statisticiens vraiment compétents, contrairement à ceux qui m'ont attaqué récemment. Mais en gros, c'est un modèle qui donne une moitié de poids à la détermination, une moitié pour la liberté humaine.